Les débats entourant la place du religieux dans l'espace public sont constamment dans l'actualité. Au cœur de ces enjeux, des questions entourant la laïcité, l'identité, les valeurs individuelles et collectives, etc. La simple énumération de ces concepts témoigne de la complexité d'un tel sujet et des trajectoires souvent différentes que peuvent emprunter son interprétation. C'est justement pour mettre un peu d'ordre en la matière que je reçois le professeur à la Faculté de théologie et d'études religieuses, David Coussens. Titulaire de la chaire de recherche sur les religions en modernité avancée, pas de doute, David Coussens possède certainement quelques pistes de réflexion. David Coussens, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Coussens, les débats entourant la place du religieux dans l'espace public font littéralement rage. Et je ne crois pas exagérer en disant cela. On entend parler à travers l'actualité, bien sûr, via les journaux, le web, la radio, etc., de tous ces débats-là entourant la laïcité en particulier. Mais pourquoi est-ce que ce débat-là suscite autant de réactions? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça divise comme ça? Alors, c'est vrai que le débat est très vif et que le débat divise énormément. La première chose qu'on pourrait dire, c'est pourquoi finalement il y a un débat et pourquoi ce débat émerge maintenant. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, les questions de laïcité, elles sont assez récentes dans le débat social. C'est depuis les travaux de la commission Bouchard-Taylor, qui ont commencé en 2007 et qui se sont poursuivis jusqu'à 2008, qu'on va véritablement parler de laïcité ici dans notre société au Québec. Au Québec. Alors pourquoi? C'est parce que finalement, depuis une quinzaine d'années, il y a une visibilité accrue d'expression du religieux et d'un religieux qui n'est pas normé dans notre culture de société. Alors essentiellement une visibilité d'expression, de conviction chez les musulmans, avec le port notamment du hijab, du foulard, qui n'est pas un attribut habituel dans la société québécoise. Alors, le débat y rejaillit de façon émotive, comme vous l'avez bien dit, et ça divise les familles, il y a un vrai conflit. Oui. Pourquoi? Je pense pour deux raisons. La première, c'est que nous vivons au Québec dans une majorité fragile, comme le dit Marie McEndroe, qui est une enseignante en éducation à l'Université de Montréal, mais en tout cas dans une minorité en Amérique du Nord, et on a peur pour notre culture francophone, pour la pérennité de cette culture francophone. Et on sait que pour la pérennité de cette culture, eh ben, il faut aussi intensifier nos politiques d'immigration. L'immigration francophone, elle vient d'où? Elle vient bien sûr de la France, de la Belgique, bien de la Suisse, mais elle vient également du Maghreb, du Moyen-Orient, du Maghreb où on a des personnes de confession musulmane qui vont exprimer différemment leurs valeurs. Et donc, le fait que ces personnes arrivent au Québec en exprimant leurs convictions de façon visible, on a l'impression que ça entre en porte-à-faux avec nos propres valeurs, ce qui n'est pas pourtant la réalité, et ça inquiète sur finalement l'identité de la société québécoise. La deuxième raison, c'est qu'on a un rapport à un héritage catholique qui est assez lourd, qui est assez chargé, avec une histoire de domination qui est très ancrée dans les mémoires. Ce qui fait qu'au Québec, on a du mal maintenant à comprendre que des gens puissent exprimer leur foi de façon orthodoxe, sans pour autant être dominés par la religion, par un système patriarcal. Et ce qui fait que, au regard par exemple de symboles comme le foulard islamique, eh ben, il va y avoir des réactions très émotives et très crispées. Vous avez parlé de visibilité. Est-ce que, par exemple, le problème qu'ont certaines personnes avec le port du hijab, par exemple, ou à l'extrême du niqab, etc., est-ce que le problème n'est pas un peu amplifié, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une survisibilité, par exemple, médiatique qui vient amplifier le problème
un problème de perception au final. Bon alors, il faut savoir que vous avez parlé du niqab, donc le voile intégral, pour rétablir les choses sur ce symbole en particulier. Ce symbole qui a fait l'objet d'intenses débats en France, en Belgique, oui, et ici un peu au Québec. En France, par exemple, il y aurait à peu près 2000, selon les renseignements généraux, 2000 niqab, femmes portant le niqab, sur une société de 70 millions de personnes, je pense, à peu près. Ça fait bien peu. Hein. C'est tout de même assez peu. Au Québec, il y en aurait à peu près 200. D'accord. Donc, toute proportion gardée, voilà, la visibilité, ces femmes, on ne les voit pas tous les jours dans la rue, c'est quand même très clair, et les médias vont certainement aussi amplifier la crainte. Certains vont dire que le problème de la gestion justement des signes religieux et la gestion du religieux dans la place publique dépasse justement la religion en tant que telle. Qu'en fait, c'est un conflit entre la modernité et la tradition. Quel est votre point de vue là-dessus? Et à la rigueur, est-ce que c'est possible de concilier la religion aujourd'hui dans un monde post-moderne, particulièrement dans l'espace public? Alors, deux éléments à nouveau pour cette question. Le premier, c'est que ce serait très dangereux, je pense, d'opposer religion à modernité dans un discours politique, parce que on impliquerait ici que des individus qui seraient sécularisés, c'est-à-dire qui ne vivraient pas nécessairement en conformité avec des préceptes religieux, seraient plus évolués que des individus qui seraient religieux. C'est dangereux, là. Perspective évolutionniste qui serait, à mon avis, très dangereuse. Le deuxième élément, c'est que religion et modernité ne sont pas opposés, mais au contraire vont de pair. Et justement, alors il y a au début du 19e siècle, la plupart des sociologues, des philosophes prévoyaient la disparition de la religion avec la modernité, avec l'avancement de la science, la rationalité, les progrès de la médecine, etc. Et on prévoyait la fin de tous ces systèmes religieux. Ce qui n'a pas été le cas, à l'inverse, parce que c'est sur les promesses manquées, on pourrait dire, de la modernité, que tout un de nouveaux systèmes de croyances vont s'appuyer pour justement proliférer, émerger. Mais quand même, plusieurs personnes, et je pense aux gens qui nous écoutent, plusieurs vont faire une marque très nette entre la spiritualité et la religion. Par exemple, au Québec, on a mis de côté la religion, ou du moins dans l'espace public, on l'a moins mis de l'avant. On ne va pas remettre de l'avant d'autres considérations religieuses. Qu'est-ce que vous dites à cela? Alors, c'est effectivement très intéressant de voir qu'au Québec, le Québec est une société très sécularisée, c'est-à-dire qu'avec la Révolution tranquille, l'Église catholique a perdu de son poids pour normer, définir les comportements et la morale des individus. Eh bien, on aime à dire que l'on n'est pas religieux. Mais néanmoins, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont spirituels. Oui, voilà. Et le fait d'être spirituel, ça permet de justement conforter cette idée que l'on ne serait pas sous l'emprise d'un système religieux. Voilà. Ceci dit, quand on observe la façon dont la Cour suprême du Canada, par exemple, va définir la religion, parce qu'elle définit très précisément ce qu'est une religion, il faut dans un État laïque, on définisse le religieux si on veut protéger la liberté de religion de ceux qui se réclament de cette religion, justement, eh bien, on a une conception très subjective de la religion, c'est-à-dire que la religion n'est pas nécessairement définie par son aspect objectif, un dogme, des rituels, une assemblée de croyants, mais elle est aussi définie subjectivement à partir de ce que l'individu va considérer être sa religion, sa spiritualité, le système de croyance auquel il veut obéir. D'accord. Donc, on ne peut pas opposer à ce point spiritualité et religion, et religieux ce que l'individu va qualifier de religieux. Sur un dossier, encore une fois, assez épineux, voire explosif, celui des accommodements raisonnables. Le rapport Bouchard-Taylor, qui a été déposé en 2008 au Québec, soulignait
qu'en fait, on retrouvait bien peu d'accommodement raisonnable. Qu'il semble donc que de ce point de vue, puis du moins du point de vue du rapport Bouchard-Taylor, que c'était davantage un problème de perception qu'un problème réel. Qu'en fait, on comprend très mal ce que sont les accommodements raisonnables et qu'on a déjà des bornes très précises là-dessus. C'est un peu votre point de vue, c'est ça? Alors, oui, l'accommodement raisonnable, alors, c'est le fait qu'on va avoir une institution, une entreprise qui va adopter une norme, une loi, un règlement qui va, dans ses effets, provoquer une discrimination indirecte à l'endroit d'une personne dont les droits sont garantis par la Charte des droits et libertés. Je vous donne un exemple très facile. Oui. Un restaurant va avoir un règlement qui indique qu'il est interdit aux animaux de pénétrer dans le restaurant. Bien sûr. Eh bien, c'est un règlement qui est neutre, qui n'a pas pour effet de discriminer, mais qui va avoir pour effet indirect de discriminer une personne qui serait handicapée et dont le droit est garanti par la charte, parce qu'il est interdit de discriminer une personne en fonction de son handicap. Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire une entorse individuelle pour permettre à la personne de rentrer dans l'entreprise ou dans l'institution. On va faire une entorse pourvu que cette entorse ne provoque pas une contrainte excessive. Et la contrainte excessive, c'est qu'il n'y a pas de trouble à la sécurité, qu'il n'y a pas de coût excessif, qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des tiers, dont le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Donc, ça, c'est une définition de l'accommodement raisonnable qui a été donnée en 1985 par la Cour suprême du Canada, qui a été réaffirmée en contexte québécois et qui est appliquée par les institutions publiques, les entreprises. Le rapport Bouchard nous parle des accommodements raisonnables et des fausses représentations, et à juste titre, parce que on sait qu'au Québec, 95% des demandes d'accommodement sont justement formulées sur le fondement du handicap. Donc 95% Voilà. des accommodements raisonnables... Ça n'a rien à voir avec le religieux. Donc n'ont rien à voir avec le religieux. Seuls 5% des demandes d'accommodement raisonnables sont faites pour des motifs religieux. C'est encore vrai, vous pensez, 5-6 ans plus tard? Parce qu'il n'y a pas une explosion des demandes d'accommodement raisonnable, comme certains semblent prétendre? Alors, il y avait eu des statistiques qui avaient été données par la Commission des droits de la personne, si je me souviens bien, en 2009, et qui confirmaient ces chiffres-là. D'accord. Et en sachant que les 2/3 des 5% de demandes d'accommodement raisonnable pour fondement religieux sont faites par des chrétiens ou des juifs, c'est-à-dire des minorités religieuses qui sont au Canada depuis très longtemps. Il n'y aurait donc qu'un tiers de ces 5% qui seraient faits par des musulmans. Et donc finalement, associer la question de l'accommodement raisonnable à la question migratoire est complètement erroné. C'est pourtant ce que craignent la majorité souvent. Et compte tenu du monde dans lequel on vit, avec une diversité culturelle et religieuse de plus en plus prégnante, et au bout du compte, on a de la misère à concilier la volonté de la minorité à celle de la majorité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Alors, vous avez tout à fait raison, mais je pense ici qu'on a une représentation qui est un peu erronée. Parce que finalement, dans ces controverses sur les accommodements raisonnables, on a l'impression qu'il y a un avantage qui serait indu et qu'on va accorder à un représentant d'une minorité. Oui, tout à fait. Or, on ne lui donne pas un avantage, mais on va faire une entorse individuelle, donc à un règlement, qui permet de rétablir l'égalité. C'est-à-dire que la majorité est déjà en position d'avoir accès aux services qui sont délivrés par l'institution publique ou par l'entreprise privée, mais ces personnes, pour des raisons qui sont liées à un handicap, à des raisons religieuses, n'y ont pas accès. On fait une entorse individuelle pour rétablir l'égalité. Et ce faisant, on ne retire rien à la majorité. On fait une petite entorse qui permet à ces personnes de les intégrer. Alors, est-ce qu'on concilie, ce faisant, la culture de la majorité et les préoccupations portées par des minorités? Tout à fait. Je pense que oui, parce que justement, en faisant cela, on permet à des individus qui sont dans la minorité de rentrer dans la sphère publique. On permet, et je vous donnerai un exemple très simple, l'exemple d'un cas d'accommodement raisonnable qui va être fait à une jeune fille qui lui permet de porter son
foulard islamique oui. à l'école publique, alors que le règlement de l'école dirait qu'on ne peut pas porter de couvre-chef. Eh bien, en faisant cet accommodement, on lui permet de rentrer à l'école publique, donc d'avoir accès à la culture de société et d'avoir accès aux valeurs québécoises et canadiennes qui sont véhiculées par l'institution. Okay, d'accord. Ce faisant, on réconcilie tout le monde. Si on ne le fait pas, la jeune fille va aller dans une école privée, qui sera peut-être une école privée musulmane, où elle n'aura pas accès au même système de valeurs. Oui. Et donc je pense que l'inclusion est justement le meilleur moyen de créer une société avec des valeurs communes. D'accord. Ce que vous dites en ce moment décrit assez bien le principe ou les tenants de la laïcité ouverte. Et ceux qui sont à faveur d'une laïcité plus ferme, pour utiliser ce terme-là, vont dire qu'au contraire, le meilleur moyen de faire en sorte de concilier l'ensemble des prérogatives religieuses de tout un chacun est justement de mettre une charte de la laïcité très claire. L'argumentation, elle pourrait être séduisante, mais d'une part, le fondement même de l'argumentation est à mon sens erroné. D'autre part, les effets ne sont pas là. L'argumentation est erronée parce que, en faisant cette proposition, on part du principe qu'une personne qui porterait un symbole religieux voudrait exprimer de façon ostentatoire son appartenance religieuse dans la sphère publique, voire éventuellement faire du prosélytisme. Oui. Et on a parfois même entendu parler d'islamisation de la société. Oui. Or, on n'est pas dans le registre de l'expression de conviction comme cela pourrait être pour des opinions politiques. Mais c'est une question ici d'identité. Une personne qui va porter un symbole religieux ne veut rien exprimer en tant que telle, à part son identité, elle veut être elle-même. Et sa composante religieuse fait partie intrinsèquement de son identité. Donc il n'y a pas de volonté d'aller exprimer quelque chose à des fins de prosélytisme, par exemple. D'effectuer la promotion d'une religion quelle qu'elle soit. Exactement. Une deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que un individu religieux qui porte un symbole religieux et qui est en interaction avec la sphère publique, qu'il décide de scolariser dans une école publique ou qu'il décide d'être fonctionnaire pour l'État, adhère donc déjà à minima aux valeurs sociales qui sont présentes dans la sphère publique. Donc quand on va dire que ces personnes sont intégristes ou que leurs valeurs sont à nouveau en porte-à-faux avec celles de la société, c'est faux, parce qu'un intégriste ou un extrémiste n'entrerait pas à ce point dans la sphère publique. Il ne participerait pas ainsi à l'action de l'État. Troisième élément, c'est il faut regarder quels sont les effets de telles mesures. Et on connaît les effets de telles mesures quand on regarde ce qui se passe en France notamment, où une loi a été adoptée en 2004 afin d'interdire le port de signes ostentatoires dans les écoles et lycées publics. Mais au final, les effets sont plutôt inverses. Premièrement, on observe que depuis l'adoption de la loi, il y a eu la création de plusieurs écoles privées musulmanes. Deuxièmement, la plupart des filles qui portaient le foulard ont également été scolarisées dans les écoles privées catholiques qui, elles, ne sont pas assujetties à la loi. Et troisièmement, des recherches ont montré qu'il y avait un phénomène de retournement du stigmate, c'est-à-dire que chez ces jeunes filles à qui on refuse la possibilité d'exprimer leur identité, eh bien, elles vont se ressaisir du symbole religieux pour en faire un symbole de fierté et affirmer encore plus leur identité en tant que jeunes musulmanes dans la sphère publique. Ce qui fait qu'on a toute une génération de jeunes filles dont les mères et les grands-mères ne portaient pas le symbole religieux, qui aujourd'hui portent le foulard. Donc ce que vous dites à ce moment-là, c'est que la laïcité ferme devient à ce moment-là contre-productive. Je pense qu'elle devient contre-productive. Toujours sur le terrain de la laïcité, dans un article de la revue Archives de sciences sociales des religions, paru en 2011. Vous évoquez des réserves sur la pertinence de comparer les modèles de laïcité. Et vous dites, alors que la laïcité ne peut être considérée comme une valeur commune partagée par les citoyens d'une société déterminée, les aménagements laïques s'articulent pourtant dans des systèmes de valeurs propres à chaque société.
Les principes qui ressortent de la conceptualisation théorique de la laïcité sont de grands principes, mais ils sont aussi de grands idéaux dont le contenu sémantique et la charge symbolique dépendent des arbitrages auxquels procèdent les pouvoirs publics. Si je résume votre pensée, c'est que c'est un peu difficile finalement de comparer les modèles d'application de la laïcité parce que c'est un peu du cas par cas, qu'on ne peut pas, étant donné les contextes d'application, que c'est un exercice vain finalement de regarder par exemple le modèle français et de dire voilà, on pourrait l'appliquer au Québec. Exactement, exactement, parce que finalement la laïcité, c'est donc cette obligation qui va s'imposer à un État et l'État laïque, il a pour obligation de garantir la liberté de conscience et de religion et la liberté de conscience et de religion pour tous les individus. Donc il a des obligations, c'est liberté de conscience et de religion et protéger l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. Et pour arriver à ces finalités, eh bien, l'État laïque doit être neutre à l'égard des différentes conception du bien, des convictions présentes dans la société, et il doit être séparé des églises. Mais ces principes-là, donc, c'est ce que je dis, des grands principes, mais qui vont être interprétés différemment au cas par cas. Un exemple, au Canada, la séparation des églises et de l'État n'a jamais été officiellement actée dans un texte juridique. Toutefois, la séparation émerge progressivement dans la gouvernance politique très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, et notamment dès le traité de Paris de 1791. Et elle émerge petit à petit dans la gouvernance politique, ce qui fait même qu'en France, le rapporteur, c'est-à-dire le rédacteur de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui s'appelait Aristide Briand, considérait à l'époque que le Canada était un des États où la séparation était la plus achevée. Donc, et en France, à l'inverse, on a une séparation qui est très nettement marquée par une loi. Donc en fait, c'est différemment selon les contextes historiques, selon les trajectoires, selon l'évolution de la société, que les principes vont émerger. Mais ce que vous me dites là paraît étonnant. Et je m'explique. C'est que vous dites, par exemple, dans les faits qu'au Canada, la laïcité est de facto présente. Que dans les faits, c'est déjà bien instauré. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on sent le besoin, selon vous, politique, de mettre de l'avant un projet de laïcité si c'est déjà le cas? Quelle est la pertinence de le faire? Alors, ça c'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut affirmer la laïcité? Voilà. Parce que au Québec en particulier, on a vécu un moment de sécularisation très important. Sécularisation donc avec le fait que l'Église catholique a perdu sa pertinence sociale, morale chez les individus. D'accord. Ça, c'est très perceptible pour les citoyens. C'est quelque chose que l'on ressent concrètement dans nos vies quotidiennes. Le fait qu'il y ait une baisse de la pratique dominicale, le fait qu'il y ait une baisse du taux de natalité, etc. Cette pression, on la sent. La laïcisation de l'État, c'est pas la même chose, parce que la laïcisation de l'État, c'est un processus politique. Oui, ça concerne la gouvernance politique. Ça émerge ça a émergé au Canada à travers les différents traités fondateurs du Canada, à travers la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la jurisprudence des tribunaux inférieurs. Au Québec, on a des décisions aussi de la Commission des droits de la personne. Mais tout ça, ça n'est pas perceptible pour le citoyen. On ne ressent pas l'effet d'une décision de la Cour suprême du Canada dans notre vie quotidienne. Et donc, ce sont les processus de sécularisation qui marquent notre mémoire collective et qui font qu'on a l'impression que quand on a une visibilité du religieux qui apparaît et qui touche un phénomène de sécularisation, car ce sont des individus religieux, eh bien, que finalement on ne serait pas si laïcisé que ça. Le ton nuancé, posé, dont vous faites preuve dans ce débat-là, tranche peut-être un peu avec, justement, ce que je disais en début d'entrevue, le ton houleux sur lequel parfois ce débat se fait. Ma question en terminant, est-ce que selon vous, le débat, il est quand même nécessaire? Est-ce qu'il se fait de façon relativement sereine, finalement? Écoutez, est-ce que le débat est nécessaire? Moi, je ne suis
personnellement pas convaincu. Je ne suis pas essentiellement convaincu dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'on a fait un débat très important entre 2006 et 2008 sur la laïcité au Québec, avec un exercice démocratique de très grande ampleur à l'échelle de toute la province. Un débat qui a été dirigé par 2 des universitaires les plus reconnus dans le monde et qui a donné lieu à un rapport très important et qui fait véritablement d'excellentes propositions en termes de laïcité. Donc moi je pense que le débat on l'a eu. Le débat on l'a eu, maintenant ce qui est certain, c'est qu'il y a encore des craintes dans la population, et il y a des craintes qu'il faut prendre en compte parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est une culture minoritaire en Amérique du Nord, et il faut être conscient de cela. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des propositions qui méritent d'être débattues, notamment on a dit que les accommodements étaient raisonnables, étaient déjà définis. Peut-être faut-il les repréciser à des fins didactiques. Peut-être faut-il raffiner les balises, les expliciter pour les décideurs politiques, pour les rendre plus accessibles aussi à ceux qui prennent des décisions au quotidien. Mais de là à susciter un débat d'ensemble qui risquerait et c'est ce qui s'est passé, je pense, de montrer du doigt une communauté qui pourtant ne fait pas preuve de mauvaise volonté en termes d'intégration, eh bien je pense que ça n'est pas utile. Eh bien, David Coussens, ces pistes de réflexion vont faire leur bonhomme de chemin, j'en suis convaincu. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Merci.